Voilà, donc je vous remercie vraiment pour votre présence. Hem, donc hier, on a un peu balayé, le cadre même, de cette formation. On vous a rappelé un peu que, justement, on organisait chaque 3 mois, des formations pour, faire monter en compétences nos équipes, parce qu'il est très, très important de comprendre ce dans quoi on s'engage, d'une part, et de savoir comment répondre aux problématiques environnementales de nos communautés qui sont, comme on l'a rappelé hier, colossales, colossales. Hem, donc j'avais rappelé donc la trame générale. Du coup hier, on a balayé les idées reçues sur la gestion de projet. On a essayé de définir un peu c'est quoi la gestion de projet selon différentes, sources. On a un peu, balayé des éléments d'introduction sur comment est-ce qu'on peut concevoir et puis gérer un projet environnemental, d'où peut venir l'inspiration, quels sont les indicateurs qui peuvent nous aider à vraiment imaginer un projet environnemental. Donc on a balayé tout ça hier. On a aussi balayé les éléments de communication autour du projet environnemental. Voilà. Donc je passe très rapidement. Donc on a vu qu'il y avait vraiment, pas mal d'idées reçues qu'on a essayé de démêler ensemble. Donc on a défini le projet, comme justement, un processus, une idée qu'on va mettre en avant, couplée d'un plan pour réaliser cette idée. Voilà. Un rêve, c'est pas un projet, et je vais rappeler que justement, on peut réaliser un projet à condition qu'on soit vraiment dans les prédispositions. C'est-à-dire qu'on peut rêver dans toutes les positions. On peut rêver à un projet, avoir des idées dans toutes les positions. On est arrêté, on rêve, on dort, on rêve, on est couché justement, on rêve. Même on boit une bière quelque part, on jette le regard quelque part, on commence à rêver. Mais on ne peut pas réaliser de projet dans toutes les positions. Et j'ai rarement vu des gens qui sont couchés et puis leur projet se réalise. Rarement. Voilà. Donc, on a vraiment balayé les indicateurs et puis les prédispositions indispensables pour faire passer un projet du rêve à la réalité, de l'idée à l'objet. On a un peu défini ce que c'est qu'une démarche projet, un mot de projet. On s'est aidé aussi du dictionnaire de management de projet. J'ai dit que globalement, un projet doit répondre à une nouveauté, doit faire les choses autrement. Sinon, c'est la répétition de procédures et ça, c'est pas vraiment du projet. Donc, dans la conception, avant d'aborder la question de la conception même et de la gestion de projet, on a un peu défini c'est quoi même un projet environnemental. Voilà. Et je disais justement qu'il est important de retenir les termes parce que concevoir un projet, c'est différent de gérer le projet. J'ai pris l'exemple dans le domaine des sciences politiques où on sait très bien que conquérir le pouvoir, c'est différent de gérer le pouvoir. Voilà. Tu peux être bon en campagne et puis une fois que tu es au pouvoir, tu as des difficultés pour gérer parce que la gestion du pouvoir dépasse le simple fait de pouvoir dire moi j'ai un projet, voilà, 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 voilà. Il y a des compétences indispensables. Il faut incarner, il faut techniquement être prêt, humainement être prêt. D'autres diront spirituellement, mais il y a vraiment des dimensions dans lesquelles il faut entrer pour être capable de gérer un projet et de surcroît un projet environnemental qui peut être complexe. On est souvent sur des enjeux qu'on a du mal à expliquer, que tout le monde ne comprend pas. Donc, il faut vraiment être en griffe costaud pour vraiment gérer efficacement son projet. Donc, un projet environnemental, comme je l'ai dit, c'est d'abord un projet, c'est une solution, c'est d'abord une solution, voilà. Ça doit être une solution durable, répondre à une problématique bien identifiée. Il doit être à but non lucratif, voilà. La dimension pécuniaire ne doit pas être la finalité.
Voilà. Il doit être bien financé. Ça veut dire qu'on ne va pas prendre du financement partout. Pas parce que tu as un bailleur qui vient qui te dit: «Ah, mais en fait, moi, je veux financer ton projet», que tu vas accepter les bras ouverts. Il ne faut jamais oublier que tu es dans le domaine environnemental et que dans le domaine environnemental, il faut faire attention à qui te finance. Est-ce que la personne qui te finance comprend les enjeux et ne veut pas utiliser ton projet pour faire ce qu'on appelle du greenwashing? Très important. Il faut que le projet puisse mettre les gens dans l'action, là où il y en a qui seront dans le statu quo, dans le fait de pas trop faire de vagues, le fait il y en a qui sont résignés, voilà, qui sont toujours fatalistes, c'est-à-dire tout est déjà daté, on ne peut plus rien faire. Il faut vraiment être dans l'action en fait. Il faut positiver. Il faut que le projet ait un impact durable et puis un impact sur le maximum de personnes. C'est ce qu'on s'est dit. On a abordé le cycle de vie du projet. On s'est aidé de ce qu'on appelle le PDCA, un outil vieux de plus de 60 ans, né aux États-Unis, qui permet justement de commencer à cartographier, j'ai envie de dire, les différentes étapes d'un projet. La question de la planification revient à chaque fois, la question du suivi, la question de l'action, de l'implémentation, des phases pilotes revient aussi à chaque fois. Il faut tester, vérifier les résultats et puis lancer sur le long terme. On a abordé un peu le cycle de vie d'un projet, de l'initialisation à la clôture. Il y a la question du temps aussi qui est là. Il faut qu'on ait un début, il faut qu'on ait une fin. Dans les projets, on ne sait pas quand ça commence, quand ça se termine. Ce n'est pas vraiment un projet. Et donc là, aujourd'hui, par exemple, on va beaucoup insister sur cette partie-là, donc la partie de l'évaluation. Les autres parties, on les a abordées hier. On a dit qu'il fallait vraiment communiquer sur toute la durée du projet. Donc je passe, ça c'est vraiment les étapes du projet, mais vraiment dans le détail. J'ai dit aussi que avant de pouvoir lancer un projet environnemental, il faut comprendre les enjeux, il faut partir d'un diagnostic, donc de l'identification d'un besoin environnemental, ce qui peut passer par les 17 ODD, l'observation scrupuleuse des 17 ODD, c'est-à-dire qu'on se plonge dans les 17 objectifs de développement durable à l'horizon 2030, réfléchi en 2015 par des décideurs mondiaux. Ça a été bien fait. Donc, c'est difficile vraiment de trouver un projet qui sort de tout ce cadre-là. Donc, ça peut être un appui pour justement penser des projets environnementaux. J'ai dit aussi que on travaille, on ne peut pas travailler tout seul dans son coin. Si tu es toi seul reculé dans une forêt là-bas, tu ne peux pas faire de projet en fait. Ou toi seul dans ton coin, tu ne sors jamais et tout, tu ne peux pas faire de projet. Pour faire du projet, il faut assister à ce que d'autres personnes font. Il faut copier, il faut regarder, il faut s'inspirer. Donc, assister à des conférences, rencontrer des décideurs, rencontrer des gens qui ont déjà fait, créer son réseau, ne pas avoir de paresse dans ce sens. Je parlais de paresse intellectuelle, paresse situationnelle, paresse de vie même. C'est-à-dire qu'il faut pouvoir se lever matin. On dit il y a conférence dans tel coin. Parce que souvent, vous voyez que là, par exemple, à la formation, on a eu une soixantaine d'inscriptions. À la fin, il y a 30 personnes qui sont connectées. Donc, il y a 30 autres personnes qui ont eu un empêchement. Mais dans ces empêchements, tu vas voir qu'il y a eu le sommeil. Il y en a qui dorment. Il y en a qui ont oublié. Voilà. Donc, ça, c'est une forme de paresse. Donc, ce n'est pas la position dans laquelle on peut réaliser des projets. Donc, tous ces éléments-là qui figurent là, figurent également dans le guide de l'engagement de l'UNICEF. J'y avais contribué, je le disais hier, en 2018. C'est-à-dire qu'on a établi un peu les éléments qui peuvent te permettre vraiment de t'engager véritablement. Voilà. Donc, il y a eu plusieurs éléments, donc vous pouvez aller les consulter. On a dit que pour s'engager, pour créer, on peut vraiment partir de notre situation de proximité. C'est-à-dire qu'à la maison, dans ton quartier, tu remarques des choses et tu vas sur le terrain, tu te dis, OK, ce que je vois là, ce n'est pas normal. Il faut que je mobilise ma communauté autour de l'action. On a pris l'exemple d'une action qu'on avait réalisée l'année dernière, où j'ai envoyé Kate sur le terrain, qui
qui n'est pas loin hein, de la zone d'action, pour lui dire, bah, va observe des choses, fais-nous un rapport de situation et puis dis-nous ce qu'on peut faire pour y remédier. Donc, ça a donné une très belle action qui a mobilisé près d'une centaine de personnes. J'ai dit aussi qu'on peut s'inspirer de l'actualité locale. Il y en a qui sont concernés par rien. Et que l'actualité, même là, si ce n'est pas les faits divers, et puis même, ils regardent l'actualité de façon très passive. Et ils voient un truc, ils switch, ils voient un autre truc, ils switch, ils voient un autre truc, ils switch. Ça ne lui dit rien, en fait. Bah, en fait, ce comportement n'est pas un comportement de quelqu'un qui peut faire des projets. Quelqu'un qui veut faire et qui peut faire des projets, c'est quelqu'un qui est interpellé. Quand tu le vois, dis, en fait, il y a un souci là, il y a un sujet. Qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, il n'est pas passif, il est actif. Même sur les réseaux sociaux, il est actif. Donc, l'observation de l'actualité environnementale locale, les inondations, le fait que des gens marchent des kilomètres pour avoir de l'eau, le fait que ça s'accentue, pardon, le fait que ça s'exacerbe justement sur le long terme. C'est-à-dire que on a dans une communauté des gens qui globalement sont éloignés des questions d'adduction en eau potable. Avec la sécheresse, ça va s'accentuer. Ah oui, je suis avec ce mot. Et globalement, on va se dire, bah, OK, comment est-ce que moi, je peux agir dessus? Et il y a plusieurs projets dans ce sens. Il y en a qui vont aller, il y a des ONG qui vont aller s'installer dans des villages. Il y en a qui sont plutôt en mode ONG, conférences et tout, chaque jour dans des salles climatisées et tout ça. Là où la vraie réalité, c'est dans les villages, c'est dans les communautés reculées. C'est pour ça qu'au niveau de l'ONG, on parle de vulnérabilité. C'est-à-dire que c'est là où il y a plus de vulnérabilité. Donc, on ne va pas être focus sur les choses en mode Costa-cravate où on vient, on parle et tout, on a nos financements et tout. Non, on va aller dans des villages. On va aller là où il y a vraiment des problématiques qui peuvent nous interpeller. Voilà. Et donc ça doit nous interpeller. On ne doit pas être dans la passivité, on doit être dans l'activité. Vous voyez. Et j'ai dit aussi hier qu'on ne peut pas faire de l'action environnementale si on ne maîtrise pas les chiffres. C'est-à-dire que, et les chiffres sont les justificateurs. C'est-à-dire que toi, aujourd'hui, tu lances un projet environnemental, on dit ce projet-là, il vise à résoudre quel problème? Ah, mais en fait, il vise à lutter contre le changement climatique. Ouais, ok. Pourquoi? Parce que l'Afrique, c'est le continent le plus exposé au changement climatique. Parce que l'Afrique pollue moins, mais subit le plus. Parce que. Donc, les justifications vont venir justement de ta maîtrise des chiffres clés. Et c'est très important. Et là aussi, il ne faut pas avoir de paresse. C'est-à-dire qu'on a souvent de plus en plus une difficulté à lire. C'est qu'aujourd'hui, même dès que tu envoies juste un message ou même sur les réseaux sociaux, dès qu'il y a un pactole, un paragraphe, plus de 2 paragraphes, les gens suivent. Ah oui, les gens sont un peu. Il y a une forme de paresse qui nous envahit de plus en plus avec ce qu'on appelle l'infobésité, c'est-à-dire que la surcharge d'informations. C'est qu'on a tellement d'infos qu'on veut aller tous les jours à l'essentiel, en fait. Vous voyez? Et ça, il faut vraiment éviter ça pour pouvoir justement mettre en place des projets qui font sens. Parce qu'il va falloir justement aller lire des rapports du GIEC pour que ton projet soit béton, pour qu'on ne puisse pas l'attaquer dans le fond, pour que tu puisses avoir les meilleurs éléments de langage pour les justifier, pour avoir le vocabulaire qu'il faut. On ne parle pas d'environnement comme on parle, j'ai envie de dire, d'autres sujets, comme on parle des sujets en lien avec l'enfance, comme on parle des sujets en lien avec les femmes, même si tout ça est lié. Euh, Grosso modo, c'est par la lecture, par le fait d'investiguer, qu'on arrive à avoir le vocabulaire qu'il faut. Et même à changer notre regard sur le monde. Donc ça, on l'a abordé également hier. Et on est entré dans des dimensions un peu plus techniques. Voilà, un projet, c'est de la technique. On a fini de parler, de dire oui, ok, mais la technique, comment on organise les choses. TDR, business plan, plan d'action. Financement. Voilà, un projet qui n'est pas financé, bon courage. Donc, financement, comment? Par des appels à projets, soit sur fonds propres, par du crowdfunding, par du fundraising. Il faut une équipe qui est compétente techniquement, mais aussi humainement. Voilà. Les gens qui vont venir te mettre les bâtons dans les roues, qui voient toujours le mal, qui vont se plaindre, qui vont attaquer même le projet. Souvent, il y a des projets où dans l'équipe, il y en a qui attaquent le projet. Donc, il faut avoir l'équipe qu'il faut pour que le projet puisse avancer.
Il faut définir une comitologie, des instances de pilotage selon le dimensionnement du projet, selon que le projet soit grand ou petit. COTEC, COPIL, CODIR, comité d'organisation. Il faut qu'il y ait un tableau de vue d'ensemble, donc un tableau de bord partagé, pour qu'on puisse suivre, voir comment ça se fait, même si on n'est pas ensemble, parce qu'on ne va pas tout le temps être ensemble. Il faut que même à distance, on puisse voir ce que chacun fait. Il faut une personne qui va rappeler les deadlines d'exécution, qui va aller dire, mais est-ce que tu l'as fait, mais si tu ne l'as pas fait, voilà, qui va accompagner. Il faut que dans l'équipe, il y ait des gens qui s'assurent, qui soient garants de la transparence, de l'engagement et de plein d'autres facteurs qui font que le projet peut justement, j'ai envie de dire, rouler. Et pour faire tout ça, il faut maîtriser des outils. Il y a des outils qui peuvent justement nous aider. On a expliqué en long et en large la matrice SWOT, force, faiblesse, menace, opportunité autour du projet. On a expliqué aussi le fait que les objectifs doivent être SMART. SMART, donc spécifique, mesurable, atteignable, réalisable et temporel. On a expliqué aussi que pour s'aider en termes de planification, on peut s'aider du triangle d'or ou le QCD, qualité, coût, délai. On a expliqué aussi que pour la répartition des tâches, parce que beaucoup de projets capotent parce qu'on ne sait pas qui fait quoi, où et comment. On peut s'aider de la matrice RACI, où on sait globalement qui est le responsable de la tâche, qui valide la qualité de la tâche, qui on consulte, qui on informe à la fin sur chaque tâche. On a donné un exemple hier. On a parlé aussi du diagramme de Gantt pour inscrire en abscisse et en ordonnée les éléments qui vont nous permettre de suivre le projet en long et en large, mais vraiment sur toute la durée. Un projet où on ne sait pas quand on commence, où ça se termine et quelles sont les tâches qui sont à l'intérieur, ce n'est pas un projet. On avance à vue, on navigue à vue. On ne sait pas où on s'en va, mais on avance quand même. Ça ne marche pas avec le projet. Au niveau de l'équipe, j'ai dit qu'il fallait avoir des points de vigilance pour éviter les feignants, les négativistes, les potinards, les victimes, les tyrans, et ceux qui sont toujours en mode passif-agressif, et puis les clowns. Les feignants, c'est par exemple des gens qui vont éviter les responsabilités. Ils vont laisser les autres compenser leur manque d'engagement. On l'a dit hier. Les pessimistes chroniques, c'est des gens qui vont démotiver les autres. Quand eux, ils interviennent, c'est soit pour se fâcher, soit pour appuyer sur les éléments négatifs ou remettre tout en cause constamment. On n'avance pas en fait. Avec eux, on n'avance pas. Tout est négatif. Les potinards, c'est des gens qui ne vont pas agir à visage découvert. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas prendre de tâches, ils ne vont rien prendre, mais ils sont bons dans le fait de savoir des choses qui n'ont rien à voir avec le projet. Ah, mais est-ce que tu vois comment le président est? Est-ce que tu sais que le président, il sort avec telle personne? Est-ce que tu sais que ceux-là, ils ne sont plus ensemble? Ah, le président a dit ça, mais est-ce que tu sais que hier, quand on l'a vu, là, il a fait le contraire? Des choses qui n'ont rien à voir avec le projet, mais qui vont intoxiquer le projet. Donc, on en a parlé hier. On a parlé de plein d'autres choses. Le clown, des gens qui. C'est bon de rire, mais il ne faut pas que le rire démotive ou nous déconcentre quand il faut se concentrer. Donc, voilà, on a abordé tout ça hier. On a abordé aussi les questions. J'ai dit aussi de faire attention au biais cognitif, le biais du coup irrécupérable, l'effet de halo. Le biais cognitif, par exemple, c'est vraiment. Le biais du coup irrécupérable, c'est vraiment le fait de se dire, on a commencé le projet, on a beaucoup investi au départ, mais on voit que le projet, il est en train de décliner. Il ne va pas dans le sens de ce qu'on avait prévu. Mais comme on a beaucoup investi, on veut rester dedans. Et du coup, la situation se dégrade. On veut avancer quand même. On sait que ce n'est pas ça, ce n'est pas la bonne stratégie, mais on veut avancer quand même. J'ai dit qu'il ne faut pas avoir peur de changer de stratégie, d'arrêter le projet, de s'asseoir et de se dire qu'est-ce qui ne va pas. Est-ce qu'on avance, est-ce qu'on continue ou est-ce qu'on ne continue pas? Voilà. Le reste des ressources qu'il nous reste, qu'est-ce qu'on fait avec? L'effet des halos, c'est plutôt vraiment des biais dans la réussite du projet. C'est-à-dire qu'il y a une dimension qui fait qu'on pense que le projet a réussi, alors qu'en réalité, il n'a pas réussi. Donc, ça va masquer les éléments négatifs du projet. Par exemple, tu lances un produit, je l'ai dit hier, dès que tu lances, tes amis payent. Ils font la publicité. Ta famille. Et toi, ça te monte à la tête. Tu penses que ton produit est exceptionnel. Mais les amis, ils peuvent nous flatter. La famille, bon, elle gagnerait
à nous dire que c'est mauvais. On peut avoir des amis autour de soi, donc des retours plutôt pour nous encourager, mais ce n'est pas nos clients qui sont là. Parce que ceux-là, sur le long terme, ils ne sont peut-être pas demandeurs de ton produit. Donc, ceux qui vont demander ton produit, c'est des gens que tu ne connais pas. Ceux qui vont faire avancer ton projet, c'est des gens que tu ne connais pas. Mais comme tu aimes la flatterie, tu aimes être en mode star, tu prends tout ce que ton entourage proche te dit et tu en fais un élément de réussite. Bah, ton projet va faire 6 mois, 1 an tout au plus. Tu n'auras plus de clients. Tu vas fermer. Pourquoi? Parce qu'au départ, la famille était là, mais la famille me dit, bah, n'importe quoi, tu vends savon. Moi, je dis mon savon depuis longtemps. Mais bon, pour t'encourager, j'achète ton savon. On dit, ah, savon écologique. Je dis, ah, ok, il n'y a pas de souci. J'achète. Mais qui te dit que je vais me laver avec ton savon tout le temps? C'est parce que tu es mon ami que j'ai acheté. Voilà. Donc, l'effet des halos. Il y a l'effet de Dunning-Kruger. Bah, tout ça, c'est des éléments sur lesquels on est revenu hier. Je vous laisse aussi aller chercher pour votre connaissance propre. Et j'ai terminé cette séquence par dire qu'un projet environnemental qui est mal dimensionné, mal géré, en plus de gaspiller de l'énergie, peut contribuer au réchauffement climatique. Donc, attention. On a abordé les questions de communication autour d'un projet environnemental, communication ascendante, communication descendante. Il faut communiquer autour du projet. Déjà, le porteur du projet doit communiquer. Ceux qui participent doivent communiquer. On a des projets, il y a 20 personnes qui travaillent autour du projet, mais personne ne communique. Qu'est-ce que la communication doit contenir? Bon, on a parlé des éléments de description du projet, renseignements sur le projet remplit quel objectif de développement durable, quels sont les partenaires autour du projet, est-ce que ce sont les partenaires qui sont engagés ou pas, quelle est la cible, qu'est-ce qu'on vise comme résultat, l'impact quantitatif, qualitatif et tout ça. Il faut des personnes également qui soient assez compétentes pour communiquer. Voilà. Il faut des canaux accessibles, il faut des supports lisibles et des supports percutants. Hein. Des communications sans charte graphique, illisibles, des couleurs qui tapent à l'œil, qui agressent les gens. Tu as communiqué aujourd'hui d'une manière, demain tu communiques autrement, après demain tu communiques autrement. Il n'y a pas de trame, il n'y a pas de stratégie derrière. Tout est mélangé. Ça ne fait pas projet. Quel type de contenu? Il faut aussi utiliser des images qui sont libres de droit. Tu peux communiquer avec une image que tu as prise sur Internet. Tu ne sais pas c'est pour qui, mais toi, tu communiques avec parce que ça fait joli. Demain, on peut t'attaquer. Oui, tu as communiqué avec mon image, tu ne m'as pas demandé. Il faut supprimer. Alors que cette image-là, elle t'a permis d'avoir du financement ou même, je ne sais pas quoi. Donc, ça fait partie maintenant de ton projet. On te dit de supprimer. Voilà. Les infographies percutantes, j'en parlais tout à l'heure. Des photos, du branding du porteur du projet. Il faut qu'on sache qui porte le projet. Donc, l'ONG et tout ça et tout ça. Des articles de blog, des récits percutants. Un projet doit avoir un récit. C'est-à-dire que ce n'est pas juste le projet. On ne dit pas juste je viens vendre tomates. Mais il faut qu'il y ait une histoire derrière. Une histoire qui fait que quand on achète le produit, on achète aussi une histoire. On n'achète pas juste un projet comme ça. On achète aussi une histoire. Donc, l'histoire doit être structurée. Il faut penser à ça. C'est pour ça qu'on ne se lève pas du jour au lendemain pour aller monter le projet. Voilà. On peut utiliser des images artistiques, des réels, voilà, mais vraiment globalement des outils qui sont accessibles à tous. Donc, c'est sur ça qu'on a terminé hier. Aujourd'hui, on va aborder la question de l'évaluation de l'impact environnemental d'un projet. Donc, s'il y a des questions par rapport à tout ça, n'hésitez pas à les noter. On va y revenir également tout à l'heure. Évaluer l'impact d'un projet, c'est quoi? C'est souvent là que les bas blessent. Souvent, on fait des projets, on n'évalue pas. Donc, on veut juste qu'on sache qu'on est en train de faire des choses. Il y a des associations comme ça. Ils font des choses seulement. Mais on n'évalue pas. Il faut évaluer tout ce qu'on fait. Même à la fin de l'année, il faut évaluer son année. Ah, cette année, je ne sais pas, j'ai eu 25 ans. De mes 25 ans, là, j'ai fait quoi? De janvier à décembre, qu'est-ce que j'ai fait? C'est une forme de bilan. Mais ça revient souvent aux mêmes choses. Donc, on est à ce niveau-là. Hier, on a vu les étapes, le cycle de vie d'un projet, les étapes de la gestion du projet. Donc, on est là, à ce niveau, l'évaluation, avant de clôturer.
Il y en a qui clôturent et puis après, ils évaluent, mais bon. Voilà. Alors, l'évaluation permet de rendre l'invisible visible, d'émêler ce qui a fonctionné de ce qui n'a pas fonctionné. Hein? Alors, je corrige juste. On est où? Voilà. Important, tout ça. Donc, ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné. Je le disais tout à l'heure, l'effet de halo. Il y avait d'autres effets de positivisme et tout et tout. C'est que souvent, le projet, on ne veut pas voir ce qui n'a pas marché. Et le porteur ne veut pas voir ce qui n'a pas marché. Il veut juste voir que ça marche. Il ne veut même pas qu'on parle de ce qui n'a pas marché. Alors, en même temps qu'il ne faut pas être négativiste, il ne faut pas aussi se voiler la face. Donc, l'évaluation permet de mettre tout à plat. On a commencé tant, on a terminé là. On avait tel objectif, voilà ce qu'on a atteint. Est-ce que tout est cohérent? Si oui, OK. Dans le montage du projet, de la phase d'initialisation à la fin de la réalisation, qu'est-ce qu'on peut dire de la façon dont on a porté le projet? Au début, il y avait 10 personnes. À la fin, il y a 2 personnes. Ceux qui sont partis là, pourquoi ils sont partis? Est-ce que c'est de notre faute ou est-ce que c'est parce qu'ils n'étaient pas alignés avec les objectifs de départ? Vous voyez, c'est des questions qu'on doit se poser. Souvent, on ne se pose même pas ces questions-là. Et on le voit un peu partout. On est dans une société où on se pose rarement de questions. Et souvent dans tous les domaines, même dans le domaine familial, même des amitiés, des relations. Il y a des parents, chaque matin, quand ils se lèvent, est-ce que tu as fait ça? 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 Il est vraiment très directif. Des questions de sens maintenant. Est-ce que tu penses que je suis un bon parent? Ah, ça, il y a des parents il faut aller chercher loin pour poser une telle question. Est-ce que tu penses que je suis un bon parent? Ah, c'est ce qu'on appelle l'évaluation à 360 degrés. C'est qu'on évalue quand on s'évalue nous-mêmes. Est-ce que tu penses que je suis un bon CEO? Est-ce que tu penses que je suis un bon PDG? Est-ce que tu penses que je suis un bon président? Est-ce que tu penses que je suis un bon ça? Ça peut se faire de façon indirecte, mais il faut évaluer à 360 degrés. Il y a tout un processus. Donc, il y a d'abord ce qu'on fait, donc l'action, il y a le résultat, et puis il y a les impacts du projet environnemental. Et c'est la partie impact qu'on va évaluer, mais en se basant sur les actions et puis les résultats, tout simplement. Évaluer un projet environnemental, c'est vraiment entrer dans le champ de tout ce qui est impact, résultat, effet. On va se poser les bonnes questions. Est-ce que les objectifs ont été atteints? Est-ce qu'il manque? Bon. Comment ça a été atteint? Comment? C'est que c'est pas que dès qu'on a dit oui, il faut poser la question du comment. Parce que la fin ne justifie pas les moyens. Il y en a qui pensent le contraire, mais voilà. Dans l'évaluation, ce n'est pas parce que ça a réussi que l'évaluation sera positive. Le projet peut réussir, mais avec une évaluation catastrophique. Catastrophique. Et souvent, l'évaluation qui est la plus, j'ai envie de dire, objective, c'est celle qui est faite par un organisme extérieur. On peut faire une évaluation interne, mais le risque, c'est que, vu que c'est un projet, je vais dire que ça a marché, ça s'est bien passé. Voilà. Donc, il faut justement souvent un organisme extérieur. Il faut d'autres éléments, il faut d'autres personnes. On va interroger les gens. On va lancer, voilà. Et c'est un peu différent de ce qu'on appelle l'évaluation environnementale des projets. Et ça fait référence aux études d'impact environnemental. Ça, il y a un enjeu réglementaire. On va se dire comment le projet détruit la biodiversité et comment ces pertes sont compensées. Je suis géographe aménageur et je connais bien ça. C'est-à-dire quand on veut aménager un espace, on va se dire, on part de quoi? Si le terrain, un terrain de, je ne sais pas, 500 hectares, il y a des arbres dessus, il y a des conduits d'eau, il y a des canaux naturels de circulation des eaux, il y a des nappes phréatiques et tout ça. Mais nous, on veut construire un stade là. On veut construire une maison. Le gars, il a acheté son terrain. Il faut évaluer.
il faut faire d'abord une étude d'impact environnemental pour dire comment est-ce qu'il va détruire les arbres qu'il y a sur cet espace et puis comment ça sera compensé. Sachant que quand tu as fini de détruire, justement, tu as nettoyé et tout, tu as détruit, tu as remblayé et tout ça, c'est pas sûr que même avec la meilleure compensation, on puisse avoir les mêmes services écosystémiques de départ. Donc, comment tu compenses tout ça? Et c'est là que souvent, il y a beaucoup de discussions, il y a du juridique qui rentre en ligne de compte de temps. Mais bon, ça, c'est très technique. On est plutôt au niveau des projets vraiment à faible impact. Donc, il faut aussi faire la différence entre trois notions, les résultats, les effets et puis les impacts. Le résultat, c'est vraiment quand on a fait une activité, changement qualitatif, quantitatif produit par l'action directement. Les effets sont les incidences de l'action sur le milieu physique et humain environnant. C'est-à-dire qu'on est parti, on a les gens qui étaient contents, on les a sensibilisés à la cause environnementale et tout ça. Quand ils achètent mon produit, ça change les choses de leur vie et tout. Les impacts, c'est la nouvelle situation qui est issue de l'ensemble des effets. C'est-à-dire que on veut vendre, on est dans le domaine de l'agriculture. Notre projet, c'est de vendre des produits bio. Parce que l'agriculture chimique détruit les sols, détruit l'environnement, détruit la biodiversité et détruit ceux qui mangent. Voilà. Donc, manger des tomates, on a mis plein de pesticides dessus. On dit, ah, c'est pour éviter les insectes envahisseurs et tout ça. OK. Mais quand tu as fini de dépendre justement donc, ces éléments-là, derrière ceux qui mangent, ils sont contaminés. Donc, globalement, on va vendre des produits bio, du coup. Donc, on va avoir un bon process, on ne va pas mettre trop d'intrants chimiques et tout ça et tout ça. L'effet, les gens vont acheter. Ils vont acheter, ils vont manger. Sur le long terme, ça va leur éviter tout ce qui est obésité et maladies liées à l'alimentation. Donc, ça va créer du changement dans les familles et tout. C'est un impact durable, concret, sur le long terme. Et donc, globalement, l'impact, pour qu'il soit positif ou négatif, on va faire un calcul simple. Objectif de départ multiplié par l'ensemble des effets. Ça donne quoi? On peut évaluer plusieurs choses d'un projet. Souvent, on se trompe, on mélange tout, on confond tout. On peut évaluer la pertinence d'un projet. Pour évaluer la pertinence d'un projet, il y a un calcul à faire. On peut évaluer la cohérence d'un projet. Pour évaluer la cohérence d'un projet, il y a un calcul à faire. On peut évaluer l'efficience d'un projet. Pour évaluer l'efficience d'un projet, il y a un calcul à faire. Et on peut évaluer l'efficacité d'un projet. Souvent, on confond efficacité et efficience. C'est différent. On peut évaluer l'impact escompté. C'est-à-dire qu'au départ, nous, on voulait ça, et puis à la fin, on a ça. Mais il faut avoir des indicateurs. Au départ, il y a des objectifs, il y a des moyens, et puis on a des résultats qu'on voulait atteindre. On a atteint, on a des effets, on a des publics. Donc, il y a tout un écosystème à prendre en compte pour évaluer. Donc, il faut savoir dès le départ ce qu'on veut. On peut évaluer l'impact sur la communauté, sur la société en général, sur l'environnement, sur l'économie et autres. Il faut avoir en tête que les activités produisent des résultats qui vont répondre à des objectifs de départ et que tout ça va produire des impacts. Comment on évalue? Donc, j'ai donné la petite environnement de départ. Hier, on a vu que les objectifs doivent être smart. Ce n'est pas pour rien. C'est pour faciliter, in fine, l'évaluation. Et donc, globalement, il faut avoir 3 objectifs spécifiques. On peut en avoir plus, on peut en avoir moins, mais idéalement 3. Il faut avoir donc 3 moyens de les mesurer, ou sinon des indicateurs pour les mesurer. Une fois qu'on a dit qu'on veut atteindre 500 personnes comme cible, objectif numéro 1, comment on fait pour les calculer?
comment on fait pour les avoir? Toi, tu as dit que tu voulais avoir 500 personnes, mais tu arrives, tu as aucun instrument de calcul. Vous faites votre activité de façon comme ça. Et puis à la fin, ah, mais j'étais quand même, ah, bon, disons qu'ils étaient 50. C'est pas pertinent. Vous prenez la photo, on voit qu'il y a 3 personnes. Bon, c'est pas pertinent. Donc, il faut penser à tout ça de façon itinéraire. Comment on va mesurer à la fin ou sur le long terme ou pendant toute la durée du projet. Pendant toute la durée du projet, c'est ce qu'on appelle l'évaluation itinéraire. Il faut avoir des indicateurs. Indicateurs d'activité. Oui ou non, l'activité a eu lieu. Oui, premier indicateur validé. Non. Indicateur de résultat. On voulait le nombre de bénéficiaires. On voulait 500 personnes, on voulait 100 personnes. Est-ce qu'on les a atteints? Comment? En comptant les gens. OK. Indicateur de résultat. Parmi tous nos objectifs de départ, on n'en a atteint que 2, 3, parce qu'on a pu compter le nombre de personnes, mais on n'a pas encore pu compter le fait que ces personnes-là soient vraiment sensibilisées ou pas. Voilà. Indicateurs spécifiques. Puis il y a les indicateurs d'impact, à court ou à long terme, sur la cible, la communauté de départ. Et quand on a fini l'activité, quand on revient un mois après, qu'est-ce qui a changé? Est-ce que c'est durable? Souvent, les gens organisent des campagnes de reboisement. Janvier, on va reboiser tel quartier. L'année qui suit, on va reboiser le même quartier. Et pendant 4 ans, on reboise le même quartier, bien la même forêt. On ne se pose même pas la question de savoir, mais est-ce que ça a changé quelque chose? Et les arbres qu'on avait plantés il y a 2 ans, là, ces arbres sont devenus quoi? Question. On ne fait pas pour faire. On ne fait pas et puis on s'en va. Et puis c'est fini. On a beaucoup de campagnes comme ça. On veut faire juste pour faire. On va planter juste pour planter. On plante, on prend une photo tranquille, on est chez nous. Les arbres sont morts. Voilà. Il n'y a personne pour les suivre. Il n'y a pas de continuité. Donc l'impact, il est négligeable. Il est négligeable. Il y a beaucoup d'indicateurs. Et après, il faut pouvoir synthétiser les données, les mettre en forme. Ça demande de la compétence. Les choses de ah, moi, il n'aime pas calculer. Bon, pour faire 1 plus 2, on n'a pas besoin d'avoir un bac scientifique. Il y a des choses simples, j'ai envie de dire. Quelques points de vigilance par rapport à tout ce que je viens de dire. En fait, les indicateurs doivent être clarifiés dès le départ, collectivement. Il faut qu'on dise collectivement ce qu'on veut atteindre, collectivement. Il faut qu'on ait un langage commun et un alignement des perceptions sur ces indicateurs-là. Exemple simple, on a une activité les activités les plus simples de nettoyage d'un quartier. Tu croises un premier membre de l'organisation en question, mais vous nettoyez pourquoi? Il te dit, ah, on nettoie parce que c'est sale. OK? Tu croises un autre, mais vous nettoyez pourquoi? Ah, on nettoie parce que, bon, en fait, c'est important de nettoyer. Bon. Tu croises une autre personne. Ah, on nettoie parce que on a vu que quand le quartier est sale, les gens sont en mauvaise santé et tous les enfants jouent là et tout. Donc, tu as 3 interlocuteurs qui te disent des choses différentes sur les finalités du projet. Il faut qu'il y ait un langage commun. Il faut que chacun comprenne. C'est pour ça que quand on a fini de rédiger le TDR, les statuts, les documents de base, il faut s'assurer de bien les diffuser et que ceux à qui on a diffusé puissent lire. Il faut qu'ils lisent. Là encore, éviter la paresse. Tu peux envoyer ton document aux gens, à l'équipe projet, ils ne vont pas lire. Ils vont venir se pointer à l'activité. Ils ne savent même pas pourquoi on est là. Ils veulent juste être là. Très, très important de s'assurer d'avoir un langage commun et un alignement des perceptions. Il faut des indicateurs qui soient faciles à suivre et à communiquer. Il ne faut pas rentrer dans des calculs compliqués que les gens ne comprennent pas. Ou bien des choses que toi-même tu as du mal à expliquer.
Encore une fois, notez vos questions et vos réponses pour qu'on puisse y répondre. Un autre élément qu'on devrait voir aujourd'hui, c'était vraiment le profil type d'un chef de projet. Une fois qu'on a dit ça, il faut savoir que tout ça ne peut être réalisé que par des hommes. Bon, aujourd'hui, il y a l'IA, mais bon, tout ça ne peut être réalisé que par des hommes. Et donc, il faut les bons profils. Il faut des prérequis. Il faut des choses indispensables, des compétences indispensables. On ne se lève pas comme ça pour aller monter son entreprise. Tu n'es pas formé, tu n'es pas prêt en fait. Ou même tu peux avoir une fausse image de ta préparation. Après, on peut apprendre chemin faisant. Mais il est bien de savoir les compétences essentielles pour être un bon chef de projet, un bon CEO, un bon porteur de projet et tout. J'ai un peu dressé le panorama des éléments qui sont importants pour le chef de projet et qui permettent de bien voir le rôle clé même d'un chef de projet. C'est-à-dire que ça doit être, et il faut retenir le mot positif. Et chaque lettre du mot positif nous dit un peu le rôle clé d'un chef de projet. Le P, c'est un planificateur. Il doit pouvoir planifier. Il doit avoir la compétence pour planifier. C'est un organisateur. Lui-même, il doit d'abord organiser pour pouvoir organiser les autres. Il y en a, eux-mêmes, ils ne sont pas organisés de leur propre vie, mais ils veulent organiser les autres. Donc, bon courage. Il doit donner du sens au projet. C'est lui qui donne du sens au projet. Il doit incarner. Il doit avoir ce qu'on appelle l'intelligence situationnelle. C'est-à-dire qu'un projet, c'est plusieurs situations en même temps, plusieurs contextes. Il ne faut pas qu'ils soient mélangés. Il y en a, ils sont bons dans un contexte. Dès que le contexte change, il les perturbe. Il doit être ténace, la ténacité. Un projet, il y a des hauts et il y a des bas. Les premiers qui fuient lorsque le projet commence à vaciller, là, il ne peut pas être. Il ne faut pas les choisir comme chef de projet. Il doit être ténace. Et là où ça commence à se mélanger, lui, il voit solution. Il ne pleut pas, il n'abandonne pas le bateau. Il voit solution. Il ne se cache pas derrière les autres. Il voit solution. Il doit être ténace. Il doit avoir de l'influence sur les équipes. Souvent, ce n'est pas juste parler. Pas juste parce que. Non, il faut avoir de l'influence sur les équipes. Il doit être focus résultat. C'est-à-dire qu'on est là, on rit jusqu'à et puis dit, ouais, ok, on en était où? Voilà. On s'en va. Mais il s'assoit après, quand tout le monde a fini de parler, quand on a coupé la conversation, quand chacun est rentré chez lui, est-ce qu'on est vraiment sur la route des résultats de départ? Grosso modo, le chef de projet, c'est la personne choisie pour diriger l'équipe chargée de l'atteinte des objectifs d'un projet. C'est la personne choisie pour diriger l'équipe chargée de l'atteinte des objectifs d'un projet. J'ai bien insisté sur choisi. Et qu'on ne s'autoproclame pas chef de projet. Il faut que quelqu'un te choisisse. Il faut que des gens te choisissent. Diriger, une dimension de leadership là-dedans. Et parce qu'on veut atteindre des objectifs. On n'est pas juste là pour s'amuser, on veut atteindre des objectifs. Et ça, toi, tu ne l'oublies pas. Il y a plusieurs dimensions. Il y a tout ce qui relève, en termes de compétences d'un chef de projet, il y a tout ce qui relève des hard skills et il y a tout ce qui relève des soft skills. Hard skills, c'est vraiment des compétences techniques. Ce n'est pas juste parce que tu es joli, non, non. Parce que tu as un peu de matière grise, tu as un peu dans la tête, un peu. On n'a pas dit beaucoup, mais un peu. Pas parce que tu sais tout, mais tu as un peu. Donc, il doit concevoir, il doit savoir concevoir et mettre en œuvre une stratégie. C'est-à-dire que d'une seule phrase, il est capable de te sortir un schéma. Les gens qui vont être en mode, il n'a pas compris, tu expliques 4 fois, il n'a pas compris. Non, il faut avoir un peu de matière grise. Même juste en regardant,
tu sors des schémas. Ce qu'on appelle aussi l'intelligence situationnelle, un peu de matière grise. Donc, il doit savoir mettre en place, mettre en œuvre une stratégie. Voilà. Quand vous voyez dans les grandes entreprises, là, souvent même le directeur, il est là juste pour représenter. Ce sont les chefs de projet qui font le travail. Et lui, là, quand il vient, il dit, ah, il faut qu'on agisse dans tel quartier, là. Il y a un enjeu là-bas. Il y a trop de pollution, il y a des inondations, les gens mangent mal, il y a même des morts, il y a des écoles, il y a des enfants, il y a eu le choléra là-bas, il y a des AVC, il faut qu'on agisse là-bas. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est là que le chef de projet, il rentre en jeu. Il ne dit pas forcément ce qui est juste, mais il donne une stratégie. Il est capable de donner une stratégie. Ce n'est pas quelqu'un à qui on donne des trucs, des prêts à penser, voilà comment il faut faire, puis lui, il exécute seulement. Non, le chef de projet, ce n'est pas ça. Le chef de projet, il va concevoir lui-même aussi. Il va aussi permettre d'enrichir même la réflexion de départ. Il doit maîtriser les outils techniques et méthodologies de la gestion de projet. Tout ce qu'on a expliqué jusqu'ici, il doit maîtriser. Il doit même ajouter pour lui. Il doit tester. Ah, tel outil-là, je ne suis pas trop à l'aise avec, je suis plutôt à l'aise avec tel outil. Moi, j'écris même mes propres outils. Voilà. Il doit avoir à minima une formation théorique, pratique, qui est reconnue. Alors, ça, c'est important pour la légitimité. Souvent, on fait des formations, on aime se voiler la face. Il faut être légitime sur ton champ d'expertise. La légitimité, elle vient par ton capital culturel, ton capital symbolique, ton capital économique, ton capital social. On a parlé des capitaux hier. Elle vient de ta formation, elle vient de ton expérience. Il faut que les gens avec qui tu collabores puissent savoir que tu es un peu. Il n'est pas censé être le plus expérimenté, le plus diplômé, mais avoir quand même une base, une formation, un niveau très important. Donc ça, c'était tout ce qui est technique. Au niveau humain, c'est ce qui est même le plus important. Voilà, tu peux ne pas avoir les diplômes et tout, mais tu peux avoir une grande capacité humaine, des soft skills poussés. Il y en a qui ne sont pas forts techniquement, ils sont très forts humainement. C'est des communicants, c'est des leaders, c'est des gens qui savent résoudre des problèmes. La communication, elle est essentielle. Elle est essentielle pourquoi? Parce que tout le monde ne sait pas communiquer. Ce n'est pas parce que tu parles que tu communiques. Ce n'est pas parce que tu parles que tu communiques. Tu peux parler, mais on ne comprend rien. Ce n'est pas parce que tu dis des gros mots que tu communiques. Tu peux dire des gros mots, mais on ne comprend rien. Tu arrives dans un village, à quelque part là-bas, tu commences à dire des gros mots, on ne comprend rien. Tu commences à gracier les genre, c'est toi, quoi. Mais tu rentres dans des anglicismes, tu commences en anglais, tu finis en français. Genre, c'est trop toi, tu es trop diplômé. C'est pas parce que tu parles que tu communiques. Il faut parler le langage que les gens comprennent. Il faut que quand on t'écoute, on s'identifie à toi. Il ne faut pas qu'il y ait trop de distance. Voilà. Il faut savoir adapter ton discours au public. Tu arrives au village, tu communiques comme tu peux communiquer. Tu es face à des décideurs, des gens techniquement assis. Voilà que tu vas venir parler ton français de quartier. Il faut faire un effort. Donc, ça demande un effort. Il faut savoir aller vers. La communication, ce n'est pas juste parler, c'est souvent aller vers. Il y en a qui ont beaucoup de difficultés pour aller vers. Il faut déjà identifier ça et pouvoir travailler dessus. C'est qu'ils ont des difficultés pour aller vers. C'est qu'ils sont très fermés. Voilà. C'est qu'ils n'aiment pas trop faire le premier pas. Un chef de projet, tu dois toujours faire le premier pas. L'info ne veut pas toujours venir à toi. Il faut aller vers parce que la tête te plaît. Tu vas pour aller chercher ton info qui va t'aider à continuer ton travail.
Souvent, on a des projets dans lesquels on a quelqu'un qui a la tête qui est tellement plein d'ego. Il a de l'ego. Il y en a qui confondent ego et timidité. Ah, moi, je suis timide. Tu n'es pas timide, tu es égocentrique. L'ego, on confond souvent ça. C'est qu'on n'aime pas être en interaction avec les autres. Parce que dès qu'on est en interaction avec les autres, souvent, nos biais se confirment. On est mal à l'aise. On n'aime pas être mal à l'aise, donc on préfère rester dans notre coin. Tu ne peux pas diriger des équipes avec ça. Tu ne peux pas être chef de projet avec ça. C'est pour ça que vous voyez que souvent, il y a des organisations dans lesquelles il y a une seule personne qu'on voit. Une seule, il fait tout. Parce que gérer des équipes, c'est compliqué. Ça demande de sortir de soi. Ça demande d'être humble. Voilà. Et si ce n'était pas le projet là, tu sais que lui là, vous ne pouvez pas causer en fait. Parce que tu es trop loin, selon toi, ou bien parce que tu es trop bas, selon toi. Parce que souvent, il y a des équipes où celui qui est en tête, pas celui qui a le plus de diplômes. Voilà. Mais il faut développer la capacité à aller vers celui qui a plus de diplômes que toi, celui qui a moins de diplômes que toi, celui qui a plus d'argent que toi, celui même qui est mieux outillé que toi. L'aller vers, c'est extrêmement important. Extrêmement important dans un projet de la communication. Elle n'est pas que orale, comme j'ai dit. Les mails, il faut savoir rédiger des mails, c'est la base. Maîtriser la communication non verbale. On n'est pas toujours obligé de parler fort. Souvent, pas un geste. Il faut qu'on te comprenne. Pouvoir désamorcer le conflit. Il y en a qui sont bons quand tout se passe bien. Tout commence à mal se passer. Il y a un conflit, on ne s'est pas trop entendu. Mais bon, ils ne communiquent plus en fait. Il faut faire la différence entre les relations humaines et puis des états émotionnels. Faites très attention. C'est ça qu'on parle d'intelligence émotionnelle ici. Il faut que ta parole soit impeccable. Quand tu parles, il faut que ce soit impeccable. On n'a pas dit de parler gros français, mais les mots que tu dis là, il faut qu'on comprenne. Sans ambiguïté. Il faut libérer ta voix. Il y en a qui parlent, mais tu as l'impression qu'ils ont peur de parler en fait. Ils ont peur même de leur pouvoir. Il faut t'exprimer sans ambiguïté. C'est celui-là qui va poser la bonne question à la bonne personne au meilleur moment et avec le bon ton. On ne parle pas sur le même ton à tout moment. Il y en a leur voix, la grosse voix, partout, il a la grosse voix. Il ne sait pas moduler. Et quand il te parle même, il te demande tout, tu penses qu'il est agressé en fait. Mais l'entrée est agressé en fait. Il faut savoir moduler la voix. Tu fais une demande, je ne fais pas une demande en mode trop formel. Il y a des informations que tu auras en modulant ta voix. Selon l'intonation de ta voix, tu as le résultat qu'il faut ou pas. Il y en a à qui, dès que tu parles sur un certain ton, ben, ils se braquent direct. Ce n'est pas évident, mais il faut l'apprendre. C'est au fur et à mesure qu'on l'apprend. Il faut savoir reformuler les réponses qu'on t'apporte. Souvent, tu poses une question, tu réponds d'une manière bizarre. Ça ne sert à rien de dire, ah, tu as dit quoi, tu as dit quoi, tu as dit quoi. La personne a fini de parler. Il faut comprendre, il faut reformuler. Ah, c'est ce que tu veux dire. Mais moi, j'ai compris ça comme ça. Est-ce que c'est vrai? Oui ou non? Voilà. Il faut éviter de mettre les gens mal à l'aise, surtout quand tu es en position d'autorité ou en haut. Il faut éviter de mettre les gens mal à l'aise. C'est très, très important. Donc, on va finir par là sur quelques projets environnementaux pour s'inspirer et tout ça. J'ai un peu regardé vite fait euh, des résultats d'appel à projet où il y avait des lauréats et tout. Donc, j'ai rien inventé. Hein. Mais pour dire qu'il y a des gens qui font des choses exceptionnelles, ça ne vient pas de nulle part. Ça vient un peu de tout ce qu'on vient de dire, en fait. Il y a un programme Live for Job, Live for Good, oui, voilà, avec quelques lauréats. Et là, par exemple, on voit que il y a un projet de biscuiterie anti-gaspi. Enfin, anti-gaspi, c'est plutôt la logique anti-gaspi, où on va fabriquer des biscuits bio en associant des handicapés. Et les produits de base, c'est des invendus alimentaires.
Kaya propose une solution d'accompagnement à la transition écologique pour les particuliers. C'est un cabinet de conseil, c'est aussi un projet écologique. Voilà. C'est-à-dire qu'un particulier, une entreprise qui veut mettre en place des process écologiques, elle va aller les coacher. C'est un peu comme ce qu'on est en train de faire là. Donc, il y a aussi une organisation, une association composée de membres qui s'emploient à promouvoir un apprentissage de haute qualité, éducation. C'est aussi un projet. Conception de sauces, de marinades, de compotes et de confitures à partir des fruits et légumes invendus. Pareil, il y a également, moi j'ai pris en Côte d'Ivoire, qui va faire de l'éducation environnementale, mais qui va aller dans les écoles, qui va ramasser les déchets, qui va vendre ces déchets sur le marché de ceux qui utilisent les déchets pour fabriquer des choses, et qui va prendre cet argent-là pour aller améliorer les écoles derrière. Donc, c'est pas pour s'enrichir, ça revient à ce qu'on disait au départ. C'est pas pour s'enrichir qu'on fait tout ça. Donc, les bénéfices, ils vont les utiliser pour revenir dans l'école où ils ont pris les déchets là. Et puis, ils vont peindre, ils vont repeindre, ils vont réhabiliter l'école. Voilà. Donc, les amis, voilà tout ce que j'avais à vous présenter aujourd'hui. On a fait un peu le retour au départ sur ce qu'on s'était dit hier. Et j'espère que vous avez beaucoup appris. Je vous invite en tout cas à vous abonner euh, sur nos canaux sociaux. Vous aussi, si vous êtes sur Instagram, vous tapez être sensible à son environnement, c'est mon profil. Vous tapez Yves Landry Kwame également, on peut s'ajouter. Et puis, j'espère qu'on pourra continuer donc les échanges par la suite. Moi, je vous engage, en tout cas, je vous encourage à continuer dans ce sens-là, c'est-à-dire que apprendre, toujours être en mode apprentissage, développer des projets environnementaux dans nos communautés, parce que c'est aux jeunes d'impulser les changements auxquels ils aspirent. Être dans la critique, ça ne change pas grand-chose. Être sur les réseaux sociaux à faire des commentaires, ça ne change pas grand-chose. Il faut implémenter des projets. On a trop de défis dans nos communautés pour s'asseoir et puis être distrait. Les scientifiques ne cessent de sonner le glas funèbre d'une planète qui est à l'agonie. L'Afrique aussi a son mot à dire. L'Afrique aussi a son mot à dire. Quand on dit l'Afrique, c'est la jeunesse. Donc, merci à vous. Et puis, je reste à l'écoute pour les éventuelles questions. Je vous laisse la main à Belle et Espérance. D'accord. Merci à vous pour cette belle présentation. Je vais demander à ceux qui ont activé leur micro de le couper, s'il vous plaît. Monsieur Espérant, qu'est-ce que vous voulez pour votre micro? Merci beaucoup. D'accord, bon, on va passer à la séance question et réponse. Donc, je laisse la place, la parole à mademoiselle Sophie. S'il vous plaît, monsieur Espérant, votre micro. Marie, tu peux prendre la parole et puis, bon, Tu peux couper leur micro. Tu les cliques personnes sur, qui ont levé la main vont poser leurs tu cliques sur questions. leur Puis profil et puis tu peux couper leur après, micro vu que c'est toi qui as organisé la visio. Tu peux couper leur micro directement toi-même de façon manuelle. Donc, bon, n'hésite pas à le faire. d'accord. Donc, Allez-y. tu vas laisser la parole aux personnes qui ont levé la main, poser leurs questions. Et puis après, on va faire le tour du premier de commentaires. Ouais. Bon, déjà, à cause du bruit de Monsieur Espérant, j'ai pas trop compris. Mais il y a deux questions qui étaient posées dans les commentaires. Je vais d'abord les exposer. Après, ceux qui voudront parler d'eux-mêmes pourront lever leur main, poser leurs questions. Si Monsieur Espérant est présent, qu'il coupe son micro. Merci. Donc, oui, après les questions, vous serez. Monsieur le Président,
Vous entendez? Vous m'entendez? Ah, je vous entends. Oui, j'entends. Il y a d'abord Désiré Nanon qui a demandé quelle était la durée d'un projet. Juste ça, elle n'a pas donné de précision. Il n'y a pas de durée définie pour un projet. Un projet, sa durée dépend de son ampleur. C'est vous qui D'accord. définissez, en fait. Sa durée dépend de son ampleur. Il y a aussi Yves Badosanier qui a demandé quand est-ce qu'on disait qu'un projet environnemental était pertinent et efficient. Ah ouais. Euh, et du coup, on revient sur la partie de l'évaluation. Voilà. Donc, il y a ce schéma-là final qui va nous aider. Déjà, la pertinence d'un projet se mesure euh, sur son impact sur les publics. C'est-à-dire que par rapport justement aux objectifs, on s'est dit au départ que voilà les objectifs qu'on s'est définis. Donc, on va croiser ces objectifs-là à ce qu'on a pu avoir sur justement les enjeux, sur le problème de départ et sur le public. C'est-à-dire que on sait que globalement, on a dans cette communauté-là ou dans ce pays-là, euh, globalement, un problème de réchauffement climatique et on veut y remédier par le reboisement parce qu'il n'y a pas trop de forêt, parce que c'est un territoire aride et tout. La solution, c'est de planter 500 arbres. Objectif, 500 arbres. OK. Quand on a fini de planter les 500 arbres, le problème de départ, il demeure ou bien il a été modifié. Globalement, on peut estimer donc la mesure du CO2 dans l'atmosphère à tel nombre de grammes et tout ça. Quand on a fini de planter les 500 arbres, est-ce que ça a changé? Si ça a changé, le projet il est pertinent. Sinon, le projet n'est pas pertinent. C'est ce que je disais au départ. Donc, objectif multiplié par les enjeux ou les problèmes de départ. Objectif multiplié par les enjeux de départ ou les problèmes de départ. Si oui, s'il y a eu une incidence et tout, le projet, il est pertinent, il n'est pas pertinent. L'efficience, c'est différent. L'efficience, c'est quand on met, et ça c'est sur le schéma, quand on met en miroir les moyens de départ et puis les résultats. C'est-à-dire que je prends un exemple de deux projets. Un projet A et puis un projet B. Pour les deux projets, on a justement le même financement, le même niveau de financement. Il y a un qui coûte, le premier coûte 500 000 francs, le deuxième coûte 500 000 francs. Voilà. Et on a globalement deux équipes différentes, donc une équipe A et une équipe B, ou bien une organisation A et une organisation B. À la fin du projet, l'équipe A, par exemple, a pu planter 10 arbres avec 500 000 francs. L'équipe B a planté les mêmes arbres, mais 20 arbres, 50 arbres. Bah, entre les deux, si c'est vraiment le nombre d'arbres qui est notre résultat escompté, ça veut dire que la deuxième équipe a été beaucoup plus efficiente que la deuxième. Parce que la deuxième équipe, elle a pu faire beaucoup avec peu. Là où la première équipe a fait peu avec beaucoup. Efficience. C'est lié aux moyens de départ. La question des moyens de départ par rapport aux résultats. C'est pour ça qu'il faut faire des calculs. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, il y a M. Carlos qui a levé la main. M. Carlos, vous pouvez poser votre question. D'accord. Alors déjà, bonsoir Miss. Moi, c'est Carlos Boko, acteur pour les objectifs de développement durable, leader d'opinion, jeune engagé.
Avant là même de poser la question, c'est d'abord dire merci à notre formateur pour cette belle présentation. Je pense que c'est un sujet essentiel sur lequel nous devons vraiment apprendre la gestion de projet environnemental. C'est une bonne thématique. Et là, la question, c'est de savoir, et là, je m'adresse au formateur, à quel moment on se dit que là, c'est un bon projet et il faut foncer, il faut foncer. C'est un peu une question qui peut paraître assez simple, mais derrière, il faut vraiment qu'on y apporte vraiment des éléments de réponse assez significatifs. Alors donc, au risque de me répéter, c'est que là, c'est un bon projet environnemental. D'accord. Merci, Carlos. Merci pour l'intervention. Et puis, bravo pour ton engagement. Je pense qu'il faut davantage de jeunes qui soient engagés. Et c'est ce qui donne un sens souvent à ces actions-là. Hein, c'est quand une personne est déjà engagée et qu'on forme derrière, c'est pas pour rien qu'on la forme parce que ça va justement derrière vraiment l'aider dans son activité habituelle et tout, et tout. Donc, bravo pour ton engagement. Alors, sur la question de à quel moment un projet, on peut le dire environnemental, et puis voilà, OK, on peut foncer. Bah déjà, il faut pouvoir dresser, c'est-à-dire que le projet en lui-même, il doit pouvoir être dimensionné selon le cycle de projet. C'est-à-dire qu'on doit pouvoir le programmer, le planifier sur le long terme. C'est-à-dire que, ou sur un temps précis. C'est-à-dire que le projet en lui-même, il y a une idée. Quand tu t'assois, tu te dis, OK, déjà, j'ai pu l'écrire, donc c'est déjà un bon élément. J'ai pu justement définir un peu dans les grandes lignes, dans la phase d'initialisation, ce qu'il fallait faire. J'ai pu peut-être le faire et tout, 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 tout. Les éléments de planification, je sais ce qu'il faut faire. Je sais ce qu'il faut faire. J'ai peut-être une bonne équipe, j'ai un financement ou pas, ou sinon je sais comment trouver les financements et tout, et tout, et tout, et tout. Et je suis sûr et certain que ce projet-là répond aux enjeux environnementaux. Ou sinon on répond à un enjeu ou deux ou trois enjeux environnementaux. Enjeux environnementaux, pardon. On peut être dans les ODD 5, donc les questions d'éducation et tout, et tout, et tout, et tout. 12, 13, 14, tout ce qui est biodiversité, tout ce qui est pollution des eaux. Enfin, c'est qu'on arrive vraiment à positionner le projet sur l'échiquier des objectifs de développement durable. Donc ça, c'est un préalable en fait. Donc, du coup, on coche la case projet environnemental. OK. On peut définir un début et puis une fin. On peut avoir une équipe avec laquelle bosser. Ou sinon, on peut se dire, bah, je peux y aller mon seul. On a des éléments de financement. On a des premières bases. On a peut-être testé des choses, on a testé dans l'opinion. L'idée passe. On peut se dire, OK, on y va. C'est-à-dire que ça ne doit pas être brusque, ça doit être méthodique. On peut se dire go à partir du moment où on a pleinement réfléchi à tous ces éléments de contour-là. Et il y en a d'autres même. On en a parlé tout au long de, euh, de cette formation. Donc, pour dire que la formation peut être appliquée à une idée, deux idées, trois idées. Hein. Quand on arrive, et ça peut se faire même en une semaine, en un mois, pendant un an même. Il y en a qui prennent 2 ans pour préparer leur projet et tout ça, et ils se disent go. Et souvent, c'est chemin faisant que tu peux soit remodéliser, ou sinon on va modéliser, mais peut-être remodeler aussi le projet en lui-même. On peut se dire, bah, j'ai pas le financement qui va avec, donc ça sera compliqué. Ou sinon, bon, pour le moment, j'ai 50 000 francs, donc il faut dimensionner le projet pour que ça puisse répondre à mon budget de 50 000 francs. Voilà. Donc, il y a beaucoup de questions qu'on peut se poser pour justement savoir si on y va ou on n'y va pas. Mais primordialement, il faut s'assurer que le projet remplit des objectifs écologiques. Deux, s'assurer qu'on peut piloter le projet. On peut le piloter. Je ne dis pas, on peut dire aux gens qu'il y a un projet, mais on peut le piloter. Voilà. On peut le piloter, ça veut dire qu'on a les compétences pour justement aller chercher du financement, faire du partenariat, parler du projet sans trop se tromper parce qu'on a bossé, on le maîtrise et tout techniquement et qualitativement parce que techniquement, souvent, les gens ont des projets, on leur pose des questions sur la finalité, c'est compliqué.
C'est-à-dire que hier, j'ai pris l'exemple de ah oui, on veut aller ramasser les déchets dans toute la Côte d'Ivoire. Chaque mois, on prend une ville, on ramasse les déchets. Tu arrives devant un puriste de la question environnementale, quelqu'un qui n'est pas juste là pour dire protéger l'environnement. Il te dit, OK, mais quand tu vas finir de ramasser tout ça là, à la fin, tu auras combien de tonnes de déchets approximativement? Ah, il ne sait pas d'abord. Il faut qu'on ramasse d'abord pour savoir. C'est pas sérieux. Ou bien, quand tu vas finir de ramasser tout ça, tu vas mettre ça où? On sait qu'en Côte d'Ivoire, les gens, même les mairies ont du mal à gérer les déchets. Toi, tu vas mettre ça où ça? Ah, il ne sait pas. Peut-être que. Bon, ça, c'est une bonne question, mais il n'a pas pensé à ça. C'est pas sérieux. Mais il faut avoir vraiment une réflexion à 360 degrés que c'est dit, OK, là, j'ai un peu quand même des réponses de base et donc je peux y aller. Donc ça, c'est ce que je peux dire pour répondre à votre question, Monsieur Carlos. Donc, merci beaucoup, c'est bien pris note et une fois encore, bravo à vous pour votre belle exposition. Et au sortir de cette formation, on apprend beaucoup en termes de gestion des projets et je pense qu'il y aura encore d'autres occasions, pourquoi pas, Oui, sur oui, il y encore aura d'autres d'autres occasions. thématiques pour Ouais, totalement. On y l'équipe. travaille Exactement. avec l'équipe D'accord. Et pourquoi d'Espérance. pas d'autres. Hmm. D'accord. Et alors, donc, comme je le disais, pourquoi pas encore d'autres occasions sur de nouvelles thématiques où on peut apprendre tous. Donc, c'est un peu une bonne initiative que vous prenez au sein de votre mouvement Bienveillance, que je suis prêt également. Merci beaucoup. Je ne vais pas monopoliser la parole. Je vais juste m'arrêter là. Merci. Super. Merci beaucoup, Carlos. Oui, à tout à l'heure, je vais poser ça. Allez-y. Bon, il y a beaucoup de projets qui se passent dans l'environnement. Prenons par exemple ici chez nous, en RDC, précisément en République démocratique du Congo. Il y a des projets sur la conservation de la nature, la création des aires protégées. Il arrive des fois aussi, si vous arrivez dans le terrain, précisément au village, vous associez la communauté pour son implication dans ces projets. La communauté locale refuse de participer dans ces projets. Quelles sont des solutions ou des stratégies palliatives qui vont nous aider à réaliser ces projets dans les endroits résistants pour l'exécution de ces projets? Tu peux répondre? Allô? Oui, vous pouvez répondre. Oui, vous pouvez répondre. D'accord. OK. Merci, Monsieur Espérant du Congo. Vous nous suivez depuis le Congo. C'est vrai que c'est un pays où il y a beaucoup d'enjeux environnementaux. Donc, bon courage pour vos projets. Alors, c'est vrai qu'il peut y avoir des résistances au changement, même, au sein des équipes. Hein. Mais si la cible elle-même résiste au projet, ça veut dire que le projet a été au départ fait sans associer cette cible-là. Un projet, c'est un travail de longue haleine. On ne vient pas avec du prêt-à-porter dans les communautés, surtout dans les villages et tout ça. Il faut, dès le départ, faire un travail de sensibilisation. Il faut que ceux qui sont dans le village en question comprennent qu'il y a des enjeux environnementaux, comprennent qu'il y a des dangers liés à l'environnement. Vous voyez? Et donc, ça passe par des démarches de concertation. Ce qu'on appelle les démarches de concertation. On va concerter les gens, on va les faire participer. On parle de participation citoyenne, participation des habitants. Et souvent, en venant sur nos gros sabots des gens de la ville et tout ça, il peut y avoir une première résistance. Donc, ce qu'il faut faire, c'est de trouver des médiateurs qui viennent des communautés en question. Vous allez trouver un ou deux gars ou go, en tout cas, qui comprennent le langage de la communauté, mais qui comprennent aussi votre langage. Voilà. Il y a beaucoup de programmes comme ça qui se développent où, globalement, on a une entreprise qui a beaucoup de moyens, mais qui n'arrive pas à accéder à l'endroit. Il va passer justement par un jeune qui est engagé, un activiste et tout. Souvent, on peut les acheter, mais globalement, il faut des médiateurs. Il faut des médiateurs qui comprennent, qui facilitent la communication. J'ai parlé de la communication tout à l'heure. Une fois qu'on a fait ça,
il faut justement s'assurer que le projet répond à un besoin de la communauté en question. Tu ne peux pas venir avec un projet, c'est toi seul qui vois l'intérêt. Mais l'intérêt, c'est pour toi seul. Ce n'est pas possible, ce n'est pas un anniversaire. Pas comme les trucs d'anniversaire où c'est toi ton anniversaire, en fait. Tu arrives, venez à mon anniversaire. Aucun accompagnant vient à ton anniversaire. Parce qu'on t'aime, parce que. Mais les projets, souvent, la cible, c'est des gens qui n'ont rien à faire avec ta tête, en fait. Ils ont leurs préoccupations, tu ne les connais pas. Il faut les convaincre. Donc, la finalité doit les intéresser. C'est ça. La finalité doit les intéresser. Si à la fin du projet, on va construire un puits, on va construire un robinet, là où ils marchaient des kilomètres pour avoir accès à l'eau. Si à la fin du projet, on va mieux les rémunérer dans leur champ, tout ça, si à la fin du projet, ils vont mieux vivre, oui, ils vont accepter. Mais si à la fin du projet, on doit les chasser pour construire, pour planter des arbres, je ne sais pas quoi et tout, mais ils ne vont pas accepter. On ne va pas les chasser pour. Voilà. On a beau aimer l'environnement, mais si le projet qui arrive menace notre quiétude, ben, on ne va pas accepter. Donc, ça demande de la communication, de la médiation, de la concertation. Et il faut maîtriser ça. C'est pour ça que ça prend du temps. Souvent, on ne vient pas avec le projet, on vient tout doucement. Tout doucement. C'est comme un jeu de séduction. Voilà. On vient tout doucement. C'est-à-dire qu'on va d'abord peut-être même communiquer sur ces enjeux-là. C'est pareil, même souvent dans les grandes campagnes, souvent avant même dans les enjeux de communication de masse, là, il y a beaucoup de manipulation. C'est-à-dire que on veut par exemple faire voter une loi à l'Assemblée nationale, une loi qui est un peu compliquée, on est sûr que les gens ne vont pas tout accepter. On commence à faire des campagnes de communication à la télé. On invite des influenceurs, ils vont parler du sujet, on va un peu dédiaboliser le sujet. Ils vont dire, oh, ok, moi je pensais que c'était comme si, ah d'accord. On fait ça pendant 1 an. L'année qui suit, on vote la loi. Les gens ont compris avant. Voilà. Mais quand la loi elle est votée, c'est quand tout est mélangé. Les gens disent, ah, on n'est pas d'accord. C'est maintenant vous allez venir vous expliquer. Ah, c'est déjà mal parti. Oui, donc c'est un processus, c'est une méthode, c'est une démarche méthodique. C'est de la communication, c'est de la concertation. Surtout dans les communautés vulnérables, il faut que les gens comprennent. Et ça passe souvent par de la médiation. Il faut des gens qui vont faire de la médiation, qui vont faciliter la connexion entre ceux qui portent le projet et puis les bénéficiaires. Il faut des gens qui ressemblent à la communauté en question. Vous êtes dans une communauté africaine, vous portez votre projet, vous êtes blanc, vous tous arrivez, les gens ont peur, ils ne comprennent rien, ils voient ça de la colonisation et tout ça, les choses des blancs là encore, ils vont se braquer. Même s'il y a un seul noir dedans, ils vont se braquer. Il faut créer les conditions d'acceptation du projet. Voilà. Très important. Donc, vous venez, vous tous, vous êtes des hommes, vous venez parler du cycle menstruel et tout et tout. Depuis quand un garçon parle du cycle menstruel? Mettez les femmes, elles vont parler du sujet. Voilà. Donc, voilà. C'est une question de méthode. Mais ce qui ressort, ce qu'il faut retenir, c'est la concertation, la communication, la médiation et puis le fait d'aller de façon très méthodique sur le projet pour créer de l'acceptation. C'est ce que je peux dire pour vous répondre. Si c'est tout bon, D'accord. ouais. Oui, Il il y y a Lily. a Monsieur Willy qui a levé la main. Monsieur Willy, vous pouvez prendre la parole. Merci, j'espère que vous m'entendez, hein. Oui, on t'entend. Déjà, bonsoir à tous. Merci au président pour cette présentation et merci également à l'ONG pour cette initiative, voilà, d'ouvrir cette formation à tous. Ma question est la suivante. Qu'est-ce qui différencie la gestion de projets environnementaux aux autres projets? Ce qui différencie la gestion de projet, merci Willy pour ta question, ce qui différencie la gestion de projet environnementaux des autres projets, c'est la dimension environnementale, tout simplement. C'est que on va pas déployer le projet de façon très simple. Les objectifs seront influencés par les enjeux environnementaux. Les gens qui conduisent le projet
seront influencés par les enjeux environnementaux. La démarche doit être une démarche projet éco-responsable. Et on peut même pousser, c'est-à-dire que globalement, souvent, quand on lance un projet, on doit avoir des partenaires, on va même acheter des choses et tout. Les prestataires, là, souvent, quand le projet doit être vraiment à 360 degrés, un projet environnemental, il faut s'assurer qu'on a des prestataires écologiques. C'est-à-dire que le gars chez qui tu dois aller faire impression, là, ça doit être un gars qui a une imprimante écologique. Ça doit être le chauffeur, là. Enfin, les moyens de transport, de déplacement doivent être des moyens de transport écologiques. Voilà. Des choses où on veut faire un petit projet, on se déplace, chacun vient avec sa voiture, tout le monde en personnel, on ne sait pas ce que vous voulez prouver, mais tout le monde en personnel et tout, tout. Ce n'est pas un projet environnemental. On va privilégier le covoiturage, on va privilégier même le vélo et tout ça. Ceux qui composent le projet, quand ils arrivent sur le terrain, ils ne viennent pas pour venir boire l'eau en sachet pour jeter. Ils viennent avec leur good. Donc, c'est différent. Là où des gens qui sont en train de mener un projet lambda, ils n'ont pas toutes ces contraintes. C'est pour ça que c'est complexe. Ils n'ont pas toutes ces contraintes. Eux viennent seulement, ils font tous les speeches. Voilà. Souvent, on voit des conférences sur l'écologie et tout. Tu vois que les conférenciers sont assis, il y a bouteille d'eau sur la table. Genre, voilà, bon, c'est rafraîchi, mais c'est une bouteille en plastique qui est sur la table. On est en train de parler d'écologie, mais devant eux-mêmes, là, c'est bouteille d'eau en plastique. Il y a au moins 3 bouteilles d'eau en plastique devant. Oui, c'est antinomique. Ça interroge. Donc, c'est là toute la complexité d'un projet environnemental. C'est que tout doit être influencé par les enjeux environnementaux. Voilà un peu. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, oui, il n'y a plus de main levée, donc on va passer aux questions posées dans les commentaires. D'abord, il y a M. Yves Badosanier qui demande ceci. Dans un projet environnemental en cours d'exécution, la communication verticale est-elle souhaitable pour le bon déroulement des activités ou bien c'est la communication horizontale? Là, c'est une bonne question aussi. La communication, je pense qu'il faut une imbrication des deux. C'est-à-dire, quand la communication elle est trop horizontale, souvent on a du mal à voir qui décide en fait. Et puis souvent on se marche sur les pieds. Quand la communication est trop horizontale, ceux même qui n'ont pas pouvoir de décider pensent qu'ils doivent décider. Donc, il y a un temps pour discuter et puis un temps pour décider. Voilà. Et c'est là que la communication descendante prend son effet. On a fini de discuter, on va décider maintenant. Ce n'est pas qu'on veut décider que toi, tu vas vouloir venir discuter. Donc, c'est une imbrication des deux. Selon les niveaux et tout ça, il faut imbriquer un peu les deux. Mais idéalement, il faut plutôt que la communication soit horizontale, comme ça on est tous le même pied d'égalité, chacun donne son avis et tout. Et il ne faut surtout pas que la communication descendante, donc celle qui est du haut vers le bas, prenne plus de place que la communication ascendante, ou sinon la communication horizontale. Il faut vraiment faire en sorte qu'il y ait un équilibre. Voilà. Communication verticale, la verticalité, c'est vraiment soit du haut vers le bas, donc le président, un exemple, le président qui parle aux bénévoles. Communication verticale, c'est peut-être aussi du bas vers le haut, donc les bénévoles qui parlent au président, les membres qui parlent au président. Donc ça, c'est vraiment ça. Et peut être horizontale, c'est-à-dire que nous tous, notre parole a le même poids. Voilà. Nous tous, notre parole a le même poids. Oui. Et que chacun donne son avis, puis toutes les paroles. Et globalement, c'est ce qui doit se faire dans les organisations un peu à but non lucratif, l'organisation un peu, voilà. Tout le monde doit avoir le même poids en termes de parole et tout. La décision finale qui émerge est la synthèse de la parole de tout le monde. C'est comme ça. Donc, il n'y a pas un qui doit prendre le pas sur l'autre. Il faut une imbrication de tout ça. Et selon les niveaux où on est. Autre question? Oui, une autre question de Madame Lalatiana Rafidisson. Elle demande de combien de personnes a-t-on besoin idéalement pour la mise en œuvre d'un projet? Et elle veut aussi savoir si c'est pareil que pour une équipe dans une association ou dans une ONG. Oui, tout ce qu'on dit là est valable tant pour un projet lambda qu'un projet dans une association et tout. Dans une association, c'est l'association qui porte le projet.
Dans un projet lambda, c'est peut-être 2-3 personnes, des particuliers qui portent donc c'est pareil. Il n'y a pas de nombre prédéfini de personnes pour monter un projet. C'est selon le projet, selon les besoins, selon l'ampleur du projet. Voilà, selon l'ampleur du projet. On sait que le projet va demander une personne qui communique, une personne qui rédige, une personne qui a du réseau, une personne qui a de l'argent et tout. Donc, par rapport à ça, on a notre base de départ. Dans cette base-là, il faut s'assurer d'avoir des gens avec qui on s'entend. Voilà, parce que souvent, tu peux avoir des gens qui sont compétents et qui sont difficiles à vivre. Donc, ça ne sert à rien de mettre en difficulté ton équipe projet. Soit tu sais gérer ce genre de situation complexe, mais ce n'est jamais évident. Donc, il n'y a pas de schéma type. C'est selon le projet, selon la thématique aussi, voilà, et puis selon les objectifs donc, poursuivis par le projet. Je ne sais pas si j'ai répondu aux deux dimensions de la question. Ouais. Okay. Oui. Il y a aussi M. Metichela Kwaku qui demande quel type de risques peuvent affecter un projet environnemental et comment les anticiper. Ça, c'est une très bonne question aussi. On distingue souvent deux types de risques. Les risques externes et puis les risques internes. Les risques externes, c'est tout ce qui n'a rien à voir avec le projet. Exemple, toi, tu veux lancer ton projet en octobre 2025 en Côte d'Ivoire. En octobre 2025 en Côte d'Ivoire. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Toi, tu veux lancer ton projet en Côte d'Ivoire en octobre 2025. Cette année-là, en octobre, c'est là que tu veux lancer ton projet. Bon courage. C'est le mois de l'élection présidentielle. C'est là que toi, tu veux lancer ton projet en Côte d'Ivoire. C'est une activité ponctuelle. OK. Si c'est un projet de grande envergure qui nécessite beaucoup de financement, il faut attendre. Il faut attendre l'année prochaine. Parce que là, c'est mort. Dès juin même, c'est mort, en fait. Donc, ça, c'est des facteurs externes. C'est des risques. C'est des menaces. C'est que tu peux bien planifier ton projet, mais ça peut vraiment affecter ton projet. Donc, en termes de risques externes, il y a le contexte politique, le contexte climatique et tout. Puis, il y a les risques internes. Les risques internes, c'est vraiment, est-ce que tu as une équipe qui est formée et toi, là, tu as pris au pif 2-3 personnes pour ton équipe projet. Et puis, à la fin, les gens ne sont pas qualifiés, les gens ne sont pas disponibles, les gens ne sont pas motivés. Voilà, ça, c'est les risques internes. Donc, ça peut affecter ton projet. Ça peut ça peut rallonger le délai d'exécution. Parce que tu dois, du coup, n'a pas planifié l'enjeu de formation de ces membres-là. Il faut les former. Si tu ne les formes pas, tu vas avoir des exécutions qui sont calamiteuses. Tu lui dis, il faut faire A, il fait A avec accent. Tu lui dis, il faut faire C, il fait C, c'est dit. Bon, toi, ceux qui sont derrière ton écran, mais toi, ceux qui sont là, tu t'énerves tout seul. Voilà. Donc, il faut les former. Ça, c'est les risques internes. Donc, il faut les former, il faut anticiper ça. Donc, la meilleure façon d'anticiper, c'est ça, c'est de se dire, au niveau interne, il faut voir déjà ce que d'autres personnes ont fait. Du coup, ça te permet d'anticiper les erreurs des autres. Tout. Au niveau externe, il faut avoir une lecture de l'actualité politique, de l'actualité. Il faut avoir une lecture précise du contexte local dans lequel s'inscrit le projet et tout. Voilà. C'est très important. Tu veux lancer, par exemple, un projet dans une école, autant, par exemple, en 2000 et 2010. Maintenant, ça s'est un peu arrêté. Il faut vraiment analyser les vents dans l'école. À tout moment, il y a une grève. L'école est fermée pendant un mois. Tu as investi de l'argent. Les projets sont venus. Tu as dit aux gens de préparer pour 500 personnes. Le jour J, on dit il y a grève. La FESI est venue déloger les élèves. Facteur externe. Tu fais comment? Donc, tout ça, il faut vraiment les appréhender. Donc, il y a plusieurs niveaux de facteurs. Facteurs internes, facteurs externes. Souvent, on demande ça quand tu veux mettre en place un projet. Et c'est par les outils qu'on a présentés qu'on peut justement essayer de dresser tout ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, une autre question de Madame Alima Toutouré. Elle demande quel impact souhaitons-nous laisser dans 10 ou 20 ans et comment aligner notre projet avec les ODD. Bon, après, il faut trier les 2-3 dernières questions qui restent s'il y en a d'autres.
Et puis, retenir les plus pertinentes, le reste dans le groupe projet, enfin, dans le groupe des participants. Et puis, on verra éventuellement comment on y répond. Mais pour aligner le projet avec les ODD, il faut connaître déjà les ODD. Il faut connaître déjà les ODD, en fait. Il faut les connaître. Et puis, il faut voir dans quel contexte ces ODD-là ont été pensés pour les adapter à ton projet. Il faut avoir aussi de l'imagination. On parle de matière, il faut avoir de l'imagination pour voir ce que d'autres personnes ont déjà fait et puis comment toi tu peux adapter ton projet. Et pour le reste, j'ai envie de dire, c'est vraiment l'imagination et puis la formation pour pouvoir justement mieux dimensionner le projet. L'impact qu'on veut laisser dans les années à venir, bah, c'est justement l'impact qu'on prépare maintenant. C'est ce qu'on prépare maintenant là qui va donner ce qui se passe les années à venir. Donc, c'est maintenant qu'il faut s'engager, qu'il faut porter de la voix, parler de nos communautés. Il y en a, ils sont engagés pour l'environnement, mais personne ne sait ça dans le quartier. Quand on les voit, on ne sait même pas que c'est des gens qui sont engagés.